Quelles opportunités voyez-vous pour la reforestation de la forêt du bassin du Congo, dont on sait à quel point elle est importante? D'abord, il faudrait apprendre, comme j'ai dit à nos populations, de ne pas déboiser. Et pour cela, j'ai amené d'ailleurs dans ma délégation un jeune entrepreneur congolais qui a réussi à transformer les plantes en charbon de bois, donc à la place évidemment du charbon de bois. Donc il fait de cela une énergie qui pourrait remplacer parfaitement la coupe des bois de la forêt. Donc il faudrait vraiment aller dans ce sens, encourager ce genre d'initiative, et je crois que on pourrait faire face à cela. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, monsieur le président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne touche pas des masses, ça ne m'intéresse pas. Et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout, je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici. Parce que moi je crois que, comme on le dit dans la Bible, lorsque la main droite donne, la gauche doit ignorer. Mon salaire ne m'intéresse même pas. Mais je sais qu'il n'est pas exorbitant. Pour ce projet-là, et les fonds, le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC, le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions sous les là vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet de financement. Ce sont les experts qui pourront vous dire ça. Ok, et par rapport le tracé, mais bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher ami. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne. Vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne. Que nous déplorons nous pousse à prendre des mesures fortes pour garantir la progression du virus. Vous avez parlé de la lutte contre la corruption, vous avez dit que ce serait l'une de vos priorités. Cette dernière semaine, il y a eu une enquête de l'Inspection générale des finances à propos de ces 15 millions de dollars qui ont disparu des caisses du Trésor. Il y a eu l'inculpation de l'ancien ministre de la Santé pour détournement de fonds attribués à la lutte contre Ebola. Alors, vous avez été interrogé déjà sur ces questions, vous avez rappelé l'indépendance de la justice, qui est pour vous un des piliers de l'État de droit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un signal politique fort à donner pour lutter contre la corruption et éventument, voilà. Oui, j'en donnerai. Comme lesquels, par exemple? Vous avez évoqué les mots que j'ai prononcés hier devant les chefs d'entreprise belges, mais j'ai aussi parlé de la création prochaine d'un office de lutte contre la corruption. J'ai beaucoup et longtemps réfléchi sur ce problème. Mon prédécesseur avait désigné un conseiller spécial en la matière. J'ai beaucoup réfléchi et analysé la situation et je me suis rendu compte que ce ne serait pas efficace. Il faut un office parce qu'il faut toute une administration avec des pouvoirs bien précis et des orientations lui donner à cet office évidemment pour mieux s'attaquer au problème. Vous voyez qu'en amont, j'ai créé cette agence pour le changement de mentalité parce que je veux qu'il y ait de la pédagogie avant la répression. Et lorsque la répression va arriver, on n'aura pas à regretter parce qu'on aura été prévenu. Donc, je comprends que le Congo, depuis des décennies, est entré dans une forme d'habitude du mal. Donc la corruption était devenue banale, on l'a banalisée. Endémique. Mais vous savez, endémique. Vous savez, il n'y a pas que la corruption comme telle, mais il y a aussi ce changement de mentalité. Vous savez, il y a une forme de corruption, par exemple quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et vous trouvez quelqu'un qui se justifie en disant « mais je n'ai volé personne ». Quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre, il y a la moralisation. Donc après,
la lutte contre la corruption, il y aura aussi le combat pour la moralisation. Et c'est ça le changement de mentalité. Et donc, puisque vous parliez... La corruption, elle existe partout. Puisque vous parliez justement, pour revenir à ce que vous demandiez là sur l'affaire des 15 millions, ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. C'est pas du détournement donc de l'argent qui devait aller dans les... Ah, vous avez déjà des informations? J'ai des informations parce que j'ai reçu... Sur cette affaire? J'ai reçu l'inspecteur général des finances. À partir du moment où j'étais au Japon quand cette affaire a éclaté, j'ai appris avec effroi qu'il avait été menacé. Donc ça m'a préoccupé parce que là, je monte directement au créneau. Je ne veux pas qu'on bafoue les droits et les libertés, les devoirs des gens dans leur travail, etc. Donc, il m'a rassuré, il a fait son travail comme il fallait, il n'a cité le nom de personne. Ça, j'insiste, il l'a dit, il me l'a redit. Et puis, il a transmis le dossier à la justice. Pour ma part, je l'ai rassuré de ma confiance et de ma protection. Il ne lui arrivera rien. Je lui ai demandé de faire son travail comme il se doit. Et à partir de ce moment, ce n'est plus mon affaire. La justice va s'en occuper, on connaîtra. Et donc, c'est une question de rétrocommission. C'est en fait une affaire de rétrocommission. Vous voyez, on paye une facture et puis vous dites, puisque je veux vous payer la facture, rendez-moi aussi autant. C'est des choses. Et donc, ça veut dire que ces pratiques continuent même sous votre présidence. Oui, je reconnais, mais je n'ai pas dit, moi, j'ai jamais dit que parce que je l'aurais décrété, parce que je l'aurais décidé, que tout va s'arrêter le même jour. C'est un travail de tous les jours. Je vous parle de changer des mentalités qui sont ancrées en nous depuis des décennies. Donc, c'est du travail, c'est des générations qu'il faut conscientiser. Mais rétrocommission, du coup, c'était destiné quand même aux caisses du Trésor? C'est ça l'enquête. C'est sur ça que l'enquête va porter. D'accord. Et donc laissons les choses avancer. Vous soutenez votre directeur de cabinet, Vital Kamerhe? Absolument. Mais je n'ai aucune preuve de sa méconduite. Pourquoi? Jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas à lui cracher dessus. Et moi, je ne fais pas attention à ce que racontent les réseaux sociaux. C'est difficile qu'on ait la paix présentement à Ituri. Les Wanyabwisha entrent là-bas jour et nuit. Et puis, ils ont des armes. J'avais à dénoncer 2 fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir. C'est ce que j'avais dit. Je me souviens, 2 fois j'ai parlé de cela. Mais qu'est-ce que les autorités m'ont répondu? Honorable Assamba, laissez ces problèmes-là. Ça, c'est un problème de niveau des Nations Unies. C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans le niveau des Nations Unies. Le problème de l'Ituri qui est traité dans le niveau des Nations Unies, moi je ne savais pas, c'est-à-dire même les autorités de la province sont bloquées quelque part. Si les autres autorités de la province sont bloquées quelque part, à combien plus forte raison, nous les honorables députés, espérer à la paix présentement à l'Ituri, c'est quelque chose très très difficile. La grande responsabilité, c'est au président de la République. Le président de la République trompe beaucoup. Le chef de l'État se permet d'aller à Tchad là-bas pour aller enterrer Idriss Déby, alors qu'ici à Litour, on a égorgé plus de 15 personnes ici. À Beni, on a égorgé beaucoup de personnes. Est-ce que moi je commence à douter si le chef de l'État a vraiment le souci de la population itourienne? Il a promis les cantonnements, rien. Il a promis les désarmements, rien. Il a promis beaucoup de choses, rien. Il avait dit qu'il viendra rester ici, rien. Tout ce qu'il promet ne le fait pas. Les jours que le président de la République viendra ici, je vais le dire à face comme ça. Il n'y aura pas la paix, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc nous devons prier. Moi j'ai compris en disant que nous devons prier. Prions seulement. Mettons confiance à Dieu. C'est Dieu seulement qui va nous donner la paix. Parce que ces militaires-là, ces chefs de l'État-là, c'est